Tout au long de ce premier module, nous avons pris connaissance du circuit financier et des cycles de financement, d'investissement et d'exploitation qui le composent. Nous avons alors évoqué plusieurs notions sur lesquelles il nous semble important de revenir afin de mieux comprendre les états financiers. Premièrement, les notions de résultat net et de rentabilité ont été introduites et il convient dès à présent de les distinguer pour poser les bases d'un vocabulaire comptable et financier précis. Deuxièmement, deux modalités de financement ont été présentées, le financement par fonds propres et le financement par emprunt. Outre la distinction qui a été opérée entre ces deux formes de financement, notamment quant à la modalité de rémunération de l'apporteur de capitaux, pour rappel, les dividendes pour les actionnaires et les intérêts pour les créanciers, il nous semble essentiel d'avoir à l'esprit que la structure du financement de l'entreprise n'est pas neutre du point de vue de sa rentabilité financière. C'est ce que nous allons chercher à illustrer dans un second temps. Le résultat net, comme nous l'avons vu, est le résultat d'exploitation auquel on a retiré les intérêts et les impôts. Cependant, ce résultat ne nous renseigne pas directement sur la rentabilité de l'entreprise ou encore sur sa profitabilité. Pour appréhender la rentabilité de l'entreprise, il faut rapporter ce résultat aux moyens mis en œuvre pour l'atteindre. Si on se place du point de vue des actionnaires, ce n'est pas tant le montant du résultat auquel ils vont pouvoir prétendre, que ce résultat soit d'ailleurs distribué sous forme de dividendes ou mis en réserve, comme nous l'avons vu précédemment, que le montant auquel ils vont pouvoir prétendre rapporté aux sommes qu'ils ont investies, apportées à l'entreprise sous forme de fonds propres. Nous allons donc calculer un taux de rentabilité financière comme le rapport entre le résultat net et les capitaux propres de l'entreprise. À titre d'exemple, un taux de rentabilité de 0,15 ou de 15% signifie que pour chaque euro de fonds propres investi par les actionnaires, ceux-ci reçoivent 15 centimes de dividendes ou de résultats mis en réserve. Il sera alors bien plus aisé pour ces actionnaires de comparer les différentes possibilités d'investissement qui s'offrent à eux sur la base de ce chiffre, en comparant simplement les taux de rentabilité financière de différentes entreprises. En effet, une entreprise peut dégager un résultat net très élevé sans pour autant être très rentable, notamment si le montant des fonds propres investis par ses actionnaires pour parvenir à ce résultat est très élevé. De la même manière, sur la base du calcul du résultat, un autre indicateur peut être mis en avant, la profitabilité. La profitabilité va consister à rapporter le résultat net au chiffre d'affaires obtenu par l'entreprise. Par exemple, une profitabilité de 0,2 ou de 20% signifie que pour chaque euro de chiffre d'affaires dégagé par l'activité de l'entreprise, 20 centimes de ce chiffre d'affaires sert à dégager un résultat net une fois que les charges d'exploitation ont été comptabilisées, que les intérêts et les impôts ont été déduits. Cela nous renseigne donc sur la capacité de l'activité de l'entreprise à dégager du résultat net pour ses actionnaires. Ainsi, dire qu'une entreprise est profitable et dire qu'une entreprise est rentable sont deux choses fondamentalement distinctes et cette distinction doit être présente dans vos esprits désormais. Nous allons illustrer cela au travers d'un court exemple. Considérons l'entreprise suivante que nous allons d'ailleurs reprendre dans le module suivant. Elle dispose de 120 de fonds propres et de 80 d'emprunts pour se financer. Ces financements lui ont permis de réaliser 200 d'investissements dans des actifs. Ces actifs lui permettent par ailleurs, par leur exploitation, de dégager un revenu de 414 sous forme de chiffre d'affaires. Cette exploitation a également généré des charges à hauteur de 180 pour la rémunération de ses salariés et 200 pour l'achat de services, de fournitures, de matières auprès de ses fournisseurs notamment. Elle dégage donc un résultat d'exploitation de 34. On a soustrait au chiffre d'affaires les différentes charges d'exploitation précédemment mentionnées. Ce résultat d'exploitation sert à rémunérer dans un premier temps ses créanciers, ici la banque, qui lui a apporté pour 80 de ressources sous forme d'emprunt,
Pour un taux d'intérêt de 5%, le montant des intérêts versés est de 4. Ce résultat d'exploitation, une fois les intérêts déduits, va servir à calculer un résultat imposable. L'imposition sur le revenu des entreprises étant de 30%, l'impôt s'élève donc à 9. On parvient donc à un résultat net de 21. Une fois ce résultat net calculé, on peut s'amuser à calculer la rentabilité de cette entreprise. La rentabilité de cette entreprise est obtenue par le ratio entre le résultat net, 21, et les fonds propres, 120. On obtient donc une rentabilité de 17,5%. Pour rappel, cela signifie que chaque euro de fonds propres investis par ces actionnaires ont permis à ces actionnaires de rapporter 17,5 centimes de résultat. Comparons à présent ce cas avec le cas d'une autre entreprise dont la structure de financement serait différente. Celle-ci a en effet financé le même montant d'investissement acquis pour 200 d'actifs, mais au moyen de 180 de fonds propres apportés par ses actionnaires et de 20 d'emprunts contractés auprès d'une banque. Les données d'exploitation sont les mêmes que pour l'entreprise précédente, nous ne revenons pas dessus, et le résultat d'exploitation est donc de 34. Bien entendu, le montant des intérêts change pour un taux d'intérêt constant, puisque le montant emprunté auprès des banques change également. Il vaut désormais 1. Le résultat imposable de 33 donne donc lieu à 9,9 d'impôt et un résultat net plus élevé de 23,1. Calculons de la même manière la rentabilité de cette entreprise en rapportant le résultat net aux fonds propres, 23,1 sur 180. On obtient donc un taux de rentabilité de 12,8%. Pour chaque euro de capitaux propres investis, les actionnaires récupèrent donc 12,8 centimes, soit moins que dans le cas précédent. Ainsi, pour un même résultat d'exploitation, pour un résultat net plus élevé dans le cas de la seconde entreprise en raison de charges financières plus faibles, la rentabilité est cependant plus faible et l'investissement moins rentable que dans le premier cas. Le premier cas d'entreprise sera probablement privilégié par des investisseurs potentiels dans la mesure où le taux de rentabilité auquel ils peuvent prétendre est plus élevé, même si d'autres paramètres peuvent bien entendu entrer en compte. L'exemple précédent nous a donc montré que la rentabilité financière doit être distinguée de la notion de résultat. Dégager le résultat le plus grand possible est une condition nécessaire de la rentabilité financière, mais non suffisante. Il faut que ce résultat soit dégagé à partir d'apports en fonds propres les plus faibles possibles au regard du résultat dégagé. Au-delà de cette conclusion essentielle, nous pouvons observer que le changement de structure du passif semble également avoir modifié le taux de rentabilité financière. Nous allons illustrer ce second point avec un nouvel exemple qui s'affiche désormais. À partir d'un résultat d'exploitation de 150, le taux de rentabilité financière obtenu à partir du résultat net, une fois les intérêts et les impôts déduits, se trouve plus élevé si l'entreprise est financée pour moitié par emprunt et pour moitié par fonds propres que si elle s'est financée par fonds propres exclusivement. 16% dans le cas d'un financement mixte, 10% dans le cas d'un financement exclusivement par fonds propres. À nouveau, la structure du financement semble conditionner la rentabilité financière. Nous allons sensiblement modifier notre exemple pour montrer que le cas précédent n'est pas systématique et dépend en réalité des conditions d'exploitation. En reprenant les mêmes données que précédemment, le cas où cette fois-ci le résultat d'exploitation est plus faible, à hauteur de 50 contre 150 précédemment, la rentabilité financière est plus faible si l'actif a été financé pour partie par endettement, pour partie par fonds propres, que si elle est financée exclusivement par fonds propres. Ainsi, selon la capacité de l'actif à générer un résultat net d'impôt suffisamment important, la structure du financement de l'entreprise peut améliorer ou au contraire dégrader la rentabilité financière. L'exemple précédent a permis de mettre en évidence deux cas de figure. Ainsi, selon que le résultat dégagé à l'aide des actifs investis était suffisant ou non par rapport au coût des intérêts nécessaires pour acquérir ces actifs, la rentabilité financière s'était améliorée ou bien dégradée. Ainsi, la structure du financement impacte donc la rentabilité financière de l'entreprise. On peut alors relativiser une idée reçue selon laquelle la présence d'un emprunt, d'une dette,
que l'entreprise devrait rembourser serait quelque chose de néfaste pour cette entreprise. Outre le fait déjà mentionné qu'une entreprise rembourse le plus souvent ses emprunts en contractant de nouveaux emprunts, l'emprunt est une source de financement à part entière qui démontre la confiance des créanciers dans la capacité de l'entreprise à investir et ainsi à dégager un résultat suffisant pour les rembourser. Par ailleurs, l'emprunt, sous certaines conditions nous l'avons vu, peut permettre l'amélioration de la rentabilité financière de l'entreprise. Nous avons désormais compris au cours de ce module la composition du circuit financier, les 3 cycles qui le composent, l'investissement, le financement, l'exploitation. Nous avons également précisé la notion de rentabilité et de résultat, et compris le rôle que peut jouer la structure du financement de l'entreprise dans la détermination de la rentabilité financière. Nous allons à présent nous focaliser, dans le cas du second module, sur l'articulation entre le circuit financier et les 3 états financiers, le bilan, le compte de résultat et l'état des flux, que nous allons présenter dès à présent.